Délicieuse terreur. Délicieuse terreur, l'émission qui vous fait mourir de peur sans jamais vous tuer. La gentillesse est un très vilain défaut. Une histoire écrite et racontée par Laurette. La musique est signée du démoniaque Pat Bernard. C'est une réalisation et une création sonore de Monsieur Jérémy Lucas. Une production de Radio Manie. Bonne écoute. Épisode numéro 2, Singing in the Rain, ou Chantons sous la pluie. L'air gris de novembre s'est brutalement refroidi. Une bise glacée siffle à leurs oreilles, telle une ultime menace, tandis qu'une pluie de neige fondue explose soudain au-dessus de leur tête. Au milieu de la tempête, en tête de la file indienne des marcheurs, Joyce Allegria déverse un flot continu de paroles assourdissantes. Tout est prétexte à commentaires et à émerveillement. Le moindre caillou gris devient un diamant. Un oiseau malingre est un être de lumière incroyablement réincarné vers le ciel infini. Et la vaste forêt qui les emprisonne se mue en un donjon végétal digne des plus beaux contes de fées. Mais point de fées clochettes, ni d'elfes charmants, et encore moins de princes ou de princesses. On s'attend plutôt à rencontrer une sorcière maléfique. Ici et là, le sol est jonché d'un tapis gluant de boue et de feuilles d'arbres en putréfaction. Et de toutes parts, des branches dénudées s'agitent et menacent de fondre sur leur crâne. Joyce, imperturbable, continue pourtant d'égrener sa litanie intarissable de l'émerveillement. Appréciez la blancheur de chaque flocon, goûtez la fraîcheur bienfaisante de ce vent. Et comme le déchaînement puissant de la tempête va crescendo, elle hurle bientôt. Respirez l'air pur de la forêt fribourgeoise. Lavez-vous les poumons. Laissez-vous submerger à coin par le souffle sacré de la nature. Donnez de l'amour à vos poumons. En fête d'amour, la grande randonnée de reconnexion à soi débute au lever du jour à 5h30. Beaucoup d'enthousiasme et surtout beaucoup de sueur. Sueur qui, hélas, fait vite place à une sensation d'extrême froidure. Levés aux aurores, chaussés de simples baskets et vêtus bien trop légèrement, les chers, très chers disciples sont toutes et tous littéralement frigorifiés. L'eau dégouline dans le cou d'Edna. Ses habits mouillés collent implacablement à sa peau et comme les autres marcheurs, elle n'a rien mangé ni bu depuis plusieurs heures. Elle pressent que ses forces l'abandonnent. Joyce, je crois que je ne me sens pas très bien.
À peine murmure-t-elle ces quelques mots au milieu du tumulte qu'elle s'évanouit déjà sur un linceul de neige et d'humus. Joyce s'interrompt alors instantanément et la petite colonne des 8 randonneurs forme maintenant un cercle autour de l'évanescente Edna. La voix de Joyce, métamorphosée, se teinte d'accents autoritaires. Vite, un pull sous sa tête, levez-lui les jambes. Attention à son cou et à son menton. Pas comme ça, voilà, là c'est bien. Rien ne doit entraver sa respiration. Aidé par une autre randonneuse, Charlie, tel un bon petit soldat, s'exécute. Mais qui peut résister aux sentences de l'incroyable Joyce ? Alors qu'il redresse délicatement la tête d'Edna et déboutonne le col de sa chemise trempée, son regard se fixe sur un détail étrange. Edna possède sous le menton une tache violacée bien délimitée, à l'intérieur de laquelle trône un petit tatouage en forme de losange, au centre duquel apparaît une minuscule clé de sol. Après quelques minutes prolongées d'inconscience, Edna plisse péniblement les yeux. « Ah, mais qu'est-ce que... Ah. Tu t'es évanouie, jeune fille !» lui susurre Joyce en caressant son front d'une main maternelle. Edna sourit béatement. « Vraiment ? Ah, je crois bien que j'ai vu un ange. » Eh bien, c'est le signe que les guides nous envoient pour nous protéger. Regardons tous autour de nous. Oh, il y a juste ici, juste à côté de l'endroit où Edna s'est évanouie, un cadavre de mulot. Peut-être est-ce même un petit ragondin ? Je n'avais rien remarqué jusqu'à présent. Ah, je ne saurais vous en dire plus. Ce petit cadavre est figé à cet endroit malgré le vent. Il a la tête orientée vers le chemin du retour. Ah, laissez-moi quelques instants, je dois me concentrer. Les yeux clos, Joyce semble s'absenter du monde réel quelques instants. Elle entrouvre les lèvres, inspire profondément par les narines, puis expire furieusement par la bouche, avant de proférer. La vibration de ce petit être nous enjoint de rebrousser chemin et de rentrer au plus vite à l'hôtel. Edna, te sens-tu capable de marcher ? Je crois que ça devrait aller. Charlie, nous te confions Edna sur le chemin du retour. Tu marcheras à ses côtés et tu veilleras sur elle. Et tandis qu'Edna, soutenue par Charlie, se relève péniblement, que les entrailles des adeptes crient famine et que tous grelottent de frissons, Joyce Allegria, plus rayonnante que jamais, les conduit solennellement vers l'hôtel. Pendant le trajet, une douce proximité physique s'instaure entre Edna et Charlie. Il joue à la perfection le rôle de sa vie, mais ne se contente pas d'être seulement un délicieux chevalier servant. À la dérobée, il observe minutieusement la jeune femme. La faiblesse physique de sa compagne lui permet des rapprochements. Et tandis qu'elle trébuche encore et encore contre les racines, que ses jambes qu'elle a fort jolies flanchent sous les cailloux, il s'imprègne discrètement de son odeur. Il détaille la ligne de son bassin, sa taille fine, ses bras graciles. Il sent ses démons refaire surface et, pour les conjurer, tente de maintenir une conversation des plus banales possibles. « Ça va aller, Edna ? Tu tiendras le coup jusqu'à l'hôtel ? Je sens une grosse baisse d'énergie chez toi. Je sens aussi que tu as une belle aura. Je ne la vois pas encore, mais je suis sûre qu'elle est très musicale, pleine de sons cristallins. Tu connais les cristaux musicaux guérisseurs ?
Je suis certain que tu adores la musique. Edna ne répond pas tant elle est absorbée par l'effort physique à fournir pour arriver à bon port. Mais Charlie perçoit une crispation intense de son corps lorsqu'il évoque la musique. Le visage d'Edna se ferme instantanément et sa question demeure sans réponse. Charlie continue de soupeser des yeux Edna, mais il aimerait surtout la caresser de ses mains. Il sait le danger qui le guette si il mène à bien cette entreprise. Edna porte la tache incrustée dans la peau de son menton. Elle est de plus marquée par le losange. Il connaît ce signe de propriété. Edna ne sera jamais à personne, ni à lui, ni à aucun autre. Elle ne s'appartient même pas à elle-même. Elle est à eux. La couleur et la taille du symbole indiquent que tout a commencé dès sa naissance. Elle n'a donc qu'une chance infime de leur échapper. Et comme la sensation du danger constitue un aphrodisiaque imparable, Edna est un défi et un puissant excitant pour Charlie. Il rêve déjà de la leur prendre. L'heure de sa revanche a sonné. Il se vengera enfin de ceux qui ont pourri et volé son enfance. Bienvenue! Un repas chaud et végétarien vous attend dans la salle du restaurant. Nous nous sommes inquiétés pour vous. Avec cette sacrée tempête, on ne vous voyait pas revenir. Tout le monde va bien? Prenez place, détendez-vous, réchauffez-vous. C'est Jean-René, le propriétaire de l'hôtel, qui les accueille chaleureusement. Il est mince et petit. Il a des mains de fille toutes fines. Ses cheveux noirs, comme le jais, dégringolent jusqu'à sa taille. Il porte une veste traditionnelle fribourgeoise en laine de mouton et un chapeau de feutre noir à large bord. Le carillon de la pendule égrène 17h30. Un grand feu crépite dans la salle à manger. Sur une ancienne table de ferme rehaussée d'une nappe immaculée, on a dressé 8 couverts. Dans les assiettes fume une délicieuse soupe de potimarron. Le breuvage d'un oranger éclatant est agrémenté d'immenses tartines de pain de campagne couvertes de fromage fondu, posées délicatement à chaque bord des assiettes. Sur une desserte, de grands saladiers débordent de salades mêlées et plusieurs plateaux offrent aux convives une profusion de fromages locaux, tous plus goûtus les uns que les autres. Enfin, au beau milieu de la table, trône une immense omelette aux champignons succulents. Les odeurs du festin se mêlent à celles du bois qui flambe et viennent délicieusement regaillardir le moral des convertis. Bon appétit à tous et à toutes. Un délicieux dessert maison suit. Le gâteau au chocolat végétalien sans aucun produit animaux. C'est notre spécialité. Notre chef cuisinière Anne Birgit l'a concocté spécialement pour vous. Épuisés, groggy, fourbus de fatigue et de froid, les convives s'installent de bon cœur. Charlie ne manque pas de s'asseoir à côté d'Edna qui semble avoir repris de la vigueur. Son visage, auparavant pâle comme la neige fraîche, retrouve des couleurs. Tout le monde dévore avec appétit, en souriant presque de cette mésaventure qui aurait pu fort mal finir. Avant l'arrivée du dessert, Joyce fait teinter sa cuillère contre son verre.
Chères toutes, chers tous, en cette fin de journée, j'aimerais m'adresser à vous. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre courage, votre endurance et votre foi pendant cette journée. Merci pour votre confiance. Les guides nous ont envoyé une épreuve que nous avons réussi à surmonter tous ensemble. Et je tiens particulièrement à remercier Edna qui a tenu bon avec l'aide bien sûr de Charlie. Remercions également Jean-René pour son accueil chaleureux et revigorant. Il n'y aura pas de veillée spirituelle ce soir. Profitez-en pour vous reposer. Vous avez quartier libre jusqu'à demain matin. Je vous donne rendez-vous ici même pour un exercice de méditation angélique guidée. Quelqu'un souhaite-t-il nous partager quelque chose ? Oui, moi. J'aimerais vous partager ma grande joie. Souffle d'une voix fatiguée Edna. Edna, nous t'écoutons. Merci de me donner la parole. Je voulais dire que mon guide spirituel, un ange bleu, m'est apparu cet après-midi pendant que je me suis évanouie. Il m'a dit que tout irait bien et que je pouvais vraiment faire confiance à l'univers et que nous n'étions pas tous réunis par hasard à l'occasion de ce stage. Merci Edna pour ta confiance. Gratitude pour ce partage. Ton ange nous a donné un signe durant cette journée mémorable et nous a aidés à reprendre notre chemin. Ne négligez jamais les signes que vous envoie l'univers. Ils sont précieux. Mais voici maintenant le dessert que nous apporte Jean-René. Bon appétit à tous! Un silence religieux envahit l'assemblée tandis que chacun déguste son exquis gâteau. La nuit s'est maintenant installée. La tempête est apaisée et laisse place à un ciel d'encre parsemé d'étoiles. Tous les autres sont repliés dans leur chambre pour jouir d'un sommeil réparateur bien mérité. Joyce, calfeutrée dans son lit, ne trouve pas le sommeil. Elle se débat avec ses peurs. Comme le soir précédent, elle a pourtant respecté scrupuleusement tous ses rituels de sécurité. La table de nuit est devant la porte de sa chambre, son Glock est bien planqué sous son oreiller. Cependant, elle doute vraiment que ces mesures suffisent. L'angoisse lui tenaille les entrailles. Ce soir, au moment où Jean-René déposait devant elle une seconde part de gâteau, elle a entreaperçu furtivement le petit losange turquoise incrusté juste au-dessus de sa main gauche, à l'intérieur de son poignet. Il s'est empressé de rabattre la manche de sa veste, mais Joyce a tout vu. Elle a mémorisé avec précision la taille du losange et le signe contenu en son centre. Un as de pique. Ils sont donc là. Ils s'infiltrent partout. Ils ont des émissaires invisibles. Une vague d'angoisse incommensurable l'étreint à nouveau. Elle va vomir sa terreur. Une peur émétique incontrôlable infiltre tout son être. Elle est contrainte de repousser péniblement la table de chevet qui lui sert de rempart pour fuir au fond du couloir dans les toilettes communes du palier. Son corps se fige et dans un spasme irrépressible, elle expulse alors tout son dîner dans la cuvette des toilettes. Puis, chancelante, lorsqu'elle s'apprête à quitter les lieux, elle se trouve nez à nez avec ses adorateurs. Le teint blafard, les yeux cernés, ils se tiennent eux aussi l'estomac. Des hoquets de dégoût les animent. Ils sont tous submergés par le même mal mystérieux et s'empressent tour à tour de s'engouffrer dans les toilettes. Mais que pouvait bien contenir leur si délicieux souper ? Et maintenant, chers auditeurs, en attendant la prochaine fois,
Continuez de trembler. Continuez de trembler. Nous adressons nos salutations les plus noires.